Oui. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Avant de commencer cette réunion, je voulais saluer un certain nombre d'entre vous qui nous font l'honneur d'être présents. En particulier, je vais saluer nos plus anciens, en même temps que nos plus jeunes, mais nous allons commencer par nos plus anciens. Et je voudrais saluer Yves Roulon, 4e génération de Camelot, qui est parmi nous. Je voulais également saluer mon ami Aurélien Fournier, habitué de nos réunions et depuis plusieurs générations, participant à notre combat. Bravo. Je salue tous les camelots ici présents et je leur demande de se lever maintenant. On les applaudit. Je salue également la présence de notre ami Rémi Ganet, beaucoup plus jeune, mais sa famille depuis plusieurs générations a fait l'honneur de servir l'Action française et la cause royaliste. Bravo. Il était son grand-père, je pense que c'est le grand-père, qui était chef des Camelots en Provence. Bravo! Et puis je salue les jeunes parce que c'est l'avenir et c'est ce que nous voulons leur transmettre. Debout les jeunes! Bravo, bravo! Et vous, monsieur Bierkovic, qui êtes-vous? Plusieurs personnes se posent ce soir cette question. Et la raison de votre présence ce soir parmi nous, présence qui nous fait honneur. Alors si vous me permettez, je ne vais pas faire un long discours. Vous êtes de mère française et de père yougoslave. Vous avez 45 ans, marié et heureux père de famille. Vous êtes diplômé de l'European Business School, avec l'accent. Et dès la sortie de cette école prestigieuse, vous vous êtes investi dans l'humanitaire. L'humanitaire et dans l'écriture. Plusieurs ouvrages à votre actif, ce qui révèle une activité très intense. Vous vous êtes dirigé également dans l'étude de la géopolitique. Vous êtes président de l'association Est-Ouest et engagé dans cette humanitaire depuis 2005. En 2005, c'est l'année qui suit le pogrom qui a eu lieu au Kosovo, où plusieurs villages ont été détruits et des populations serbes décimées. Lorsque les avions de l'OTAN bombardent la radio serbe, faisant parmi les journalistes 16 victimes que les médias internationaux ont soigneusement et superbement ignorées. C'est pas assez fort. Vous-même, vous vous êtes porté comme bouclier humain sur le fameux pont de Belgrade, lors de ce bombardement de l'OTAN. Cela a donné lieu à un de vos livres, Les martyrs du Kosovo. La presse a superbement ignoré tous ces hauts faits.
pour ne s'intéresser qu'à une autre faction. Mais nous ne combattons pas la liberté de la presse. La liberté de la presse est essentielle dans nos pays, dans nos civilisations. C'est un honneur, cette liberté. Mais lorsque cette liberté se transforme en manipulation des opinions publiques, elle devient un déshonneur et une insulte à l'intelligence. C'est la raison pour laquelle, pour établir un certain nombre de vérités, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Votre dernier ouvrage, c'est l'Amérique Empire, que je vous conseille vivement de vous procurer. Vous en avez d'autres, j'en ai pris que 2. Bienvenue au Kosovo. Ce n'est pas un guide touristique, mais ce livre est particulièrement, je l'ai feuilleté, particulièrement intéressant, et je vous conseille vivement de vous le procurer. Voici, monsieur. Avant de terminer, je voulais saluer également parmi les anciens notre ami Michel Franceschetti, ancien président de la Fédération royaliste provençale, et qui lui a commis, mais pas à Belgrade ni sur le pont, un excellent livre, une excellente brochure sur Bernier, défenseur de la justice, Berrier, pardon, défenseur de la justice et des libertés et du roi. C'était un avocat marseillais, royaliste du XIXe siècle. Vous pouvez trouver cet ouvrage également à la sortie. Monsieur Mirkovic, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Est-ce que vous entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vous parler en effet, je ma montre parce que je surveille, parce qu'une fois que je suis parti, parfois je m'arrête. Je vais vous parler ce soir de l'Ukraine. Même si ça a un peu été éclipsé ces derniers jours dans les médias, c'est quand même un sujet important. Et les États-Unis. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai découvert un peu la géopolitique dans les années 90 parce qu'il y avait plusieurs guerres en Yougoslavie. Étant moi-même d'origine yougoslave, je ne comprenais pas parce que les informations que je recevais de Yougoslavie, en tant que communiste à l'époque, les informations que j'avais en France différaient parfois même largement. Et je ne comprenais pas. Et quand je cherchais à comprendre, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois plus de manipulation médiatique ici en France, ou dans ce qu'on appelle l'Occident, qu'il pouvait y en avoir là-bas. Et pourtant là-bas, il y en avait. Le micro fonctionne? Là, c'est marqué on. Non. Je ne sais pas, il faut que je ici. Sinon, on entend très bien. On vous entend. En direct. En direct, d'accord. Bon, bah sinon, je laisse tomber la Oui. Non, mais, ok. C'est bien. Il y a rien. On entend. On entend très bien. On attend le technicien. Donc, ce qui est important, et ce que j'ai compris, moi, dans la guerre de Yougoslavie, c'était le rôle primordial d'une puissance dont on ne parle pas, on parle souvent, mais on ne voit pas à quel point elle est influente sur le cours des choses politiques dans ce monde, que sont les États-Unis. Alors tout le monde sait, c'est une très grande puissance, tout le monde sait, c'est un pays la première puissance actuellement mondiale, mais jusqu'où les États-Unis vont pour avancer leur agenda politique, culturel, peu de personnes ne savent. Moi, je l'ai découvert parce que derrière la guerre en Yougoslavie, il y avait une main très lourde de Washington. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé en effet d'être bouclier humain. On a lancé une association qui s'appelle Solidarité Kosovo pour aider les Serbes du Kosovo. J'ai fait beaucoup d'humanitaire là-bas. Et quand j'ai vu qu'il y avait un coup d'État en Ukraine en 2014, j'ai dit là, vu ce que j'ai compris sur les États-Unis, vu ce que j'ai compris sur ce qui s'est passé en Yougoslavie et ailleurs dans le monde, je me suis dit, quand les Américains commencent à toucher à la frontière russe, là, on va passer dans une autre dimension. Donc, ce que j'ai fait en Serbie, au Kosovo, j'ai fait la même chose en Ukraine. Depuis 2014, avec mon association Ouest-Est, on aide les populations qui vivent dans une zone de guerre. Beaucoup de personnes pensent que la guerre a commencé en 2022. Je sais qu'ici, vous êtes bien au courant que ce n'est pas le cas. Ça fait depuis 10 ans que je dis attention, attention, si on n'arrête pas cette guerre rapidement, c'est pas génial.
Je vais commencer tout de suite par les États-Unis. Les États-Unis sont un empire. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est un État ou un ensemble d'États qui sont soumis à une seule et même autorité. Alors, vous allez me dire, mais les États-Unis ne s'appellent pas empire. Quel est donc cet empire qui ne dévoile pas son nom? Dès le début, le premier président américain, le chef de la rébellion contre les Britanniques, George Washington, parle, lui, de la création des États-Unis d'un infant nation. On pourrait traduire ça par un infant empire, un jeune empire. Le deuxième président américain, John Adams, un peu plus tard, après sa présidence, parlera des États-Unis comme une république fédérative pure, vertueuse et civique, qui régnera pour toujours, dominera le monde et introduira la perfection de l'homme. C'est un sacré programme pour un pays qui, à l'époque, au XIXe siècle, est vraiment un rebut de l'Angleterre et vraiment on est à ses balbutiements. Il y a un projet et on peut retrouver des paroles, je peux, pareil, passer la soirée à vous donner des citations d'hommes politiques américains de premier ordre qui croient à cette vision impériale, en cette destinée manifeste des Américains qui ont, d'après eux, un rôle particulier dans le changement du monde. Ils ont quitté l'ancien monde, non pas pour être à l'écart, à départ, mais pour refaire le monde. Ils ont vraiment ce projet-là. Et ils se sont donné tous les attributs d'un empire. Très rapidement, les Américains... On passe au mode discothèque. Est-ce que... Oui, je ne sais pas si c'est le micro qui marche. D'accord. Ils se sont donné les attributs progressivement, les Américains ont cette volonté et ils vont. Alors quand je dis les Américains, je mets toujours, je ouvre une petite parenthèse, je ne mets pas dans le même panier tous les Américains, j'en parlerai tout à l'heure, il y a plein d'Américains qui sont fantastiques. Dans mon livre, je cite beaucoup d'Américains qui dénoncent les tendances impérialistes de leur pays, mais parfois pendant cette conférence, je parlerai des Américains, des États-Unis, je parle de ceux qui sont au pouvoir, évidemment, aux États-Unis. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je vais juste assez rapidement là-dessus, les États-Unis mettent en place les instruments d'un ordre mondial dans lequel ils seront indispensables. Au début du XXe siècle, ils sont déjà la première puissance mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils s'appuient sur le dollar, qui devient la monnaie de réserve mondiale grâce à Bretton Woods. Ils mettent en place l'ONU, le FMI, l'OMC, le GATT qui deviendra plus tard l'OMC, la Banque mondiale, ces organisations ont des noms, on pourrait dire neutres. Banque mondiale, on dit la Banque mondiale, c'est une banque pour tout le monde. Non, c'est une banque américaine. Le président de la Banque mondiale est nommé par le président des États-Unis. Le FMI, vous avez une minorité de blocage au FMI. Pour avoir tout ce qui est vote important au FMI se fait, il faut avoir 85% des voix. Les Américains ont 16%. Ils peuvent bloquer ce qu'ils veulent au FMI. Bref, toutes ces institutions sont mises en place parce que les États-Unis ont cette vision mondialiste. Quand on parle de mondialisme, quand on parle de l'empire américain, c'est la même chose. Mondialisme, c'est juste ça passe mieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième prérogative de l'empire, c'est l'armée. Que fait un empire? L'empire accroît son domaine, son territoire. L'armée américaine dispose de 700 bases dans le monde. 700 bases. La France, la Russie et le Royaume-Uni, à nous trois, on a à peu près une trentaine de bases à l'étranger. Les États-Unis ont tout et pour tout, leurs propres bases et les bases à l'étranger, c'est 700 bases. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus important que les 10 budgets les plus importants du monde, juste derrière Russes, Chinois, Arabie Saoudite, France, Italie. Vous mettez tout ça ensemble, c'est plus petit que le budget militaire américain. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont autant d'argent? C'est pour protéger les voies de navigation, c'est pour protéger leurs intérêts dans le monde entier. L'économie est évidemment le troisième point, le troisième pilier de cet empire américain. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale déjà tous les outils qui leur permettent de détendre leur puissance financière et économique. Et c'est assez logique. Très rapidement, les Américains, quand ils se sont développés, ont développé une industrie, ils se sont toujours appuyés sur la recherche et le développement, une industrie très puissante qui produisait plus que ce dont les Américains avaient besoin, et donc ils cherchaient d'autres marchés. Donc quand vous cherchez d'autres marchés, vous allez regarder, vous allez pouvoir exporter vos machines à laver, vos voitures, vos produits de lessive. Les Américains ont développé cela dans le monde entier. Dès 1823, les Américains ont dit aux Européens, c'est la doctrine de Monroe, que les Amériques sont une chasse gardée pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils disent très clairement, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, on ne veut plus voir d'Européens. En 1905, vous avez le corollaire de la doctrine de Monroe, où Roosevelt, à cette époque-là,
Théodore dit, eh bien, un pays civilisé peut se permettre de faire, dans l'hémisphère occidental, le gendarme dans le monde. Donc les États-Unis annoncent la couleur de grande puissance de l'époque, ils sont surtout les empires, soit européens, échangés, Allemagne, Angleterre à cette époque, qu'ils vont faire le gendarme du monde. Ils ne s'en cachent pas. Et cela, pourquoi? Pour trouver des marchés, pour écouler le surplus de production de leur industrie, et aussi trouver des marchés pour récupérer les ressources naturelles dont ils manquent. Donc, très rapidement, au bout de 100 ans, les Américains sont quand même déjà quasiment la première puissance économique mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis disposent de 50%, enfin 50% de la richesse mondiale est américaine et représente 6,5% de la population mondiale. La nécessité de trouver des marchés est indispensable. Alors les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? C'est qu'ils ont compris que la colonisation, telle que nous l'avions faite, était une erreur. Ça coûte cher, c'est pas facile de soumettre un peuple. Il y a des sujets d'acculturation, il y a des sujets de religion, d'identité. Ça coûte énormément. Les Américains ne colonisent pas notre pays comme nous l'avons fait, ils colonisent les élites. C'est beaucoup plus facile de trouver des personnes que vous allez travailler par vos programmes scolaires, universitaires, vous allez travailler par des ONG, par des associations, par du soft power dont je vais vous parler dans quelques instants, de vous assurer que dans les différents pays, vous ayez des hommes libres qui mettent en place des programmes qui vous arrangent. Vous pouvez aussi payer ces personnes-là, vous pouvez les sous-douer, ou vous pouvez tout simplement juste les séduire. Et il y a une partie de servitude volontaire, on en parlera peut-être un peu aussi tout à l'heure, de pays qui se disent qu'il vaut mieux suivre les États-Unis qui vont nous garantir la prospérité, la stabilité. Donc les Américains ne sont pas allés coloniser les pays. Une fois qu'ils avaient tout conquis de l'Est à l'Ouest, qu'ils avaient exterminé quasiment tous les Indiens, ils se sont arrêtés à cela en termes de conquête, et le reste du temps, ils vont chercher ces hommes libres, qui peuvent être à gauche, à droite, qui parfois peuvent être communistes, qui peuvent être d'extrême droite, qui peuvent être de différents bords. Ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir des personnes qui, au pouvoir, mettent en place des programmes qui assurent les intérêts des États-Unis. Bah, surtout, il faut voir un peu les États-Unis comme les maîtres du casino, tout le monde peut jouer, peu gagne, mais tout le monde fait partie de ce grand jeu. À la fin, il y en a un seul qui gagne, c'est le propriétaire du casino, ce sont les États-Unis. Ils doivent s'assurer que les personnes soient alignées sur la pensée politique américaine, la pensée économique américaine, qu'elle soit de gauche ou de droite. Alors, un des moyens les plus remarquables que les Américains ont mis en place pour arriver à cette colonisation des esprits, des élites, c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc, désolé, je n'emploie pas le terme américain, mais c'est important. C'est Joseph Nye qui en parle. On a le hard power, qui est donc le pouvoir militaire classique, hein, c'est comme ça qu'on fait la guerre depuis des siècles. Et vous avez le soft power, qui est le pouvoir d'atteindre un objectif politique sans tirer une balle, sans déployer des militaires, parce que ça coûte cher. Et les États-Unis sont impressionnants dans ce domaine. Le cinéma, la culture, la musique, les associations, les think tanks qui viennent des États-Unis, qui reçoivent de l'argent des États-Unis, qui distillent cette pensée américaine impériale sans prononcer le mot d'empire, sont pléthoriques sur la planète. Et ce, depuis longtemps, depuis très longtemps. Au début du XXe siècle, le premier cinéma mondial est le cinéma français. Il était évacué des personnes comme Édouard Bernays, qui était neveu de Freud, et par sa mère et par son père, a expliqué au président Wilson à l'époque l'importance du cinéma et pourquoi est-ce que le cinéma pouvait véhiculer tout ce que l'élite américaine voulait à cette époque-là, sans tirer une balle. Et on a bien vu nos sociétés changer. Nous-mêmes, nous nous sommes américanisés, pas parce que nous avions des pistolets américains sur notre temps, mais parce que nous avons regardé leurs films, leur cinéma, on a écouté leurs chansons. Et puis, évidemment, nos élites n'ont cessé de dire, eh bien voilà, il faut suivre les États-Unis parce que les États-Unis défendent la liberté, défendent la démocratie. Donc, avec cette pensée-là, on pense vraiment, et comme on a réduit le niveau scolaire de l'étude de l'histoire, de la politique, de la géopolitique, les personnes qui ne réfléchissent pas se disent, ben oui, c'est vrai, les Américains sont venus nous aider pendant la Première Guerre mondiale, ils nous ont aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils seront toujours là, ils sont allés apporter la liberté
en Irak, en Afghanistan. Non, ça n'a pas vraiment marché ça. Mais on est passé à autre chose. On est passé à autre chose et voilà, il y a un écran de publicité et les gens oublient, malheureusement. Donc ça, ce sont les forces des États-Unis. Et il faut toujours garder à l'esprit que les États-Unis ont cette volonté à Washington de s'ingérer dans les affaires de nations étrangères. Toujours. Ça, c'est on va dire le fil rouge de la politique étrangère américaine, c'est de s'assurer que dans les différents pays du monde entier, on sache qui fait quoi, qui est proche de nous, qui est-ce qu'on peut passer, comment est-ce qu'on peut influencer une politique. C'est complètement interdit par la charte de l'ONU, mais personne ne fait rien. Vous avez une étude qui est très intéressante de l'Institut d'études stratégiques de Fletcher, c'est une université américaine, enfin l'université de Tufts aux États-Unis. Les États-Unis, depuis leur déclaration d'indépendance en 1776 jusqu'à aujourd'hui, sont intervenus plus de 500 fois, 2 fois par an, militairement à l'étranger. 500 fois, vous les avez, et cette personne n'a ça comme image, on n'a pas cette image des États-Unis. Alors si vous lisez le livre de William Bloom, qui s'appelle, le livre je pense en français, ça a été traduit par le livre noir des États-Unis, vous avez la liste de toutes ces ingérences systématiques, ces 700 bases servent à quelque chose. Les guerres américaines, dans cette étude de Fletcher, 30% de ces guerres américaines ont eu lieu depuis les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre ont donné une carte blanche aux États-Unis pour faire la guerre quasiment à qui ils voulaient dans le monde, sans respecter le droit international. Ils ont attaqué l'Irak en 2003 sans aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les guerres américaines, depuis 2001, sont à l'origine de la mort de plus de 4,5 millions de personnes. 4,5 millions de personnes, c'est l'Institut Hudson de l'Université de Brown, autre université américaine. Je fais exprès de pas, si je vous disais l'Université de Moscou, vous me direz, ah ok d'accord. Non, c'est l'Université de Brown aux États-Unis, qui a un super site qui s'appelle Cost of War, qui détaille cela, 4,5 millions de morts, directs et indirects, 900 000 personnes tuées directement par soit l'armée américaine ou dans malheureusement plusieurs de ces guerres l'OTAN, c'est-à-dire malheureusement avec notre argent et notre armée. Sur ces 900 000 morts tués directement, un tiers sont des civils qui parlent aujourd'hui dans les médias occidentaux des 300 000 civils tués depuis 2001 dans le monde. On s'en fiche complètement, personne n'en parle. Est-ce qu'un petit Afghan a moins de valeur aux yeux de l'humanité qu'un petit Tortin, qu'un petit Américain, qu'un petit Soudanais? Voilà comment est vu et perçu. Voilà la différence entre la réalité et ce que disent les médias. Alors, je suis parmi habitués. Ne pensez pas que l'Europe soit épargnée par cette ingérence américaine. Ça ne concerne pas que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Si vous regardez la construction européenne, évidemment, dans la construction européenne, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en faveur, parce qu'on a quand même connu 2 guerres mondiales qui nous ont détruits. Une guerre mondiale entre 2 pays majoritairement chrétiens, européens, d'une même civilisation, on s'est entretués. C'est une tache noire dans l'histoire de l'Europe, c'est une tache noire pour nous tous. Dans la construction européenne, même s'il y avait des Européens sincères qui s'étaient dit qu'on allait pouvoir éviter les guerres, le financement, l'aide, l'orientation de l'Europe que nous avons construite aujourd'hui est très clairement pilotée par Washington. L'argent qui a servi au mouvement, le mouvement européen, des mouvements de gauche et de droite, c'est de l'argent qui est arrivé pour partie des États-Unis, pas uniquement. Ils ont appuyé les personnes qu'ils voulaient, les personnes qui étaient intéressantes, ils ont identifié qui il fallait mettre en avant. Jean Monnet, pour Charles de Gaulle, était un agent américain. Il était très très proche, beaucoup plus proche du pouvoir américain qu'il était du pouvoir français. Il a beaucoup plus servi les intérêts des États-Unis que les intérêts des Français. Donc l'Europe n'est pas... Si vous voulez lire un livre un peu intéressant sur jusqu'où les Américains sont allés pour construire cette Europe ou même diviser les Européens, je vous invite à lire le livre de Daniel Ganzer sur les missions Stay Behind de l'OTAN. Ce sont des missions d'ingérence directement qui ont été assimilées par le Parlement européen à des opérations de terrorisme où des membres de l'OTAN, des membres des forces armées des différents pays européens ont été impliqués dans des histoires de bombardement. Alors souvent c'est des histoires dans les médias d'extrême droite et d'extrême gauche, mais quand on tire un peu les ficelles, eh bien on se rend compte que tout le temps, mais souvent il y avait aussi la patte de l'OTAN, c'est-à-dire derrière des États-Unis. Donc
ce modus operandi américain est assez simple aujourd'hui. Ils essayent de séduire des élites dans les différents pays. Que ce soit un mouvement de droite ou de gauche, ils s'assurent que la personne une fois au pouvoir ou les personnes défendent les intérêts des États-Unis. C'est beaucoup plus facile d'appeler un ministre en disant cette loi que vous avez envie de passer qui veut limiter la pêche aux côtés de Saint-Pierre-et-Miquelon aux navires français, ça serait bien de la mettre de côté et de permettre de rappeler aussi que nous, Américains, on aimerait pouvoir aller pêcher du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc ils vont faire ça, ils vont avoir leurs zombies. Alors je ne dis pas qu'ils appuient sur un bouton et la personne obéit. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est beaucoup plus facile de négocier avec un ministre, avec un parlementaire que vous connaissez. Le parlementaire, il a la liberté de dire non, il peut dire aux Américains non. Les Américains, ils ont aussi des moyens, des façons de faire comprendre que ce serait intéressant pour la France de voter telle loi. Parce que sinon, les Américains pourraient, pour l'an prochain, un achat de je ne sais quoi, passer par notre prestataire. Donc c'est le jeu qu'ils ont mis en place. Si un État commence à montrer des velléités d'indépendance, de ne pas suivre la politique atlantiste américaine, eh bien, les Américains peuvent organiser, ils l'ont fait plein de fois, ce qu'on appelle des révolutions de couleur. Alors pourquoi des révolutions de couleur? Parce que souvent il y a un nom fleuri derrière, donc on ne dit jamais c'est une révolution organisée par la CIA pour déstabiliser un pays. Non. On parle de la révolution orange en Ukraine, la révolution des roses en Géorgie, la révolution du jean en Biélorussie. Toujours un petit nom derrière, sauf que derrière ces noms, alors dans les médias, on dit que ce sont des combattants ce sont des jeunes qui sont dans la rue parce qu'ils veulent la démocratie, parce qu'ils veulent la liberté d'expression. Non, ce sont surtout des jeunes qui sont dans la rue parce qu'ils ont été manipulés par des ONG, entre autres américaines ou atlantistes, qui à un moment donné leur ont dit il faut descendre dans la rue parce que tel président en Arménie, en Géorgie, le printemps arabe, c'est un exemple concret aussi, ne s'aligne pas sur notre politique de la région. Et donc il est temps de le faire tomber. Et ces révolutions de couleur fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas toujours, mais quand elles fonctionnent, comme par hasard, on a un gouvernement qui arrive en place et qui va s'aligner sur les États-Unis. Et là, c'est des bonnes révolutions. Ça, on a le droit de faire ça. Troisième point, quand les Américains n'arrivent pas, via ces différentes révolutions de couleur, via le soft power, via les réseaux qu'ils ont mis en place d'influence, de finance, de séduction des élites du monde entier, et ils font la guerre. Ils font la guerre, c'est ce dont je vous parlais il y a quelques instants. 500 guerres depuis 1776. Ils n'ont pas peur du tout d'aller envoyer leurs garçons, leurs filles, se battre à l'autre bout du monde pour des causes officieusement belles, en tout cas nobles, louables. C'est toujours par altruisme, évidemment, que les Américains font la guerre. En réalité, toujours pour des raisons, évidemment, économiques. Je vais prendre d'influence. Je vais prendre l'exemple concret de l'Ukraine. Dans mon livre, il y a 2 pages de pub dans cette conférence, c'est la première. Dans le livre que j'écris sur les États-Unis, je prends tout de A, du début, qui s'appelle l'Amérique Empire, comment est-ce qu'on est arrivé là. J'explique les différents détails. Je fais ça rapidement là ce soir pendant la conférence. J'explique progressivement comment est-ce que le rêve américain a échappé aux Américains eux-mêmes et a été, on va dire, pris en otage par une élite financière qui avait vraiment comme objectif de se servir aujourd'hui des États-Unis pour assouvir leur propre projet politique, qui est bien loin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, il y a une telle division entre Américains qui ne se retrouvent plus dans les fondamentaux de la République américaine et qui aujourd'hui se rendent compte que leur pays est en train de leur échapper. J'explique ça dans le livre. Fin de la pub. L'Ukraine. Pourquoi est-ce que l'Ukraine est tellement importante pour les États-Unis? Pourquoi est-ce que quand je faisais mes missions humanitaires au Kosovo, tout d'un coup en 2013, j'ai commencé à avoir des manifestations à Kiev, je me suis dit, là, c'est sûr et certain, ça va dégénérer. C'est parce que dans les années 90, quand les Américains gagnent officiellement la guerre froide, ils pensent qu'ils n'ont plus de rivaux au niveau mondial. Ils ont gagné la guerre froide, pour eux, ils ont gagné le monde. Et ils ont écrit, et ça depuis le début du XXe siècle, des géopoliticiens comme Mackinder, Spikeman, plus tard dans les années 90, on est dans une autre gamme beaucoup plus basse, mais vous avez Paul Wolfowitz qui est sous-secrétaire d'État à la Défense, il écrit ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine Wolfowitz, un document qui dit que maintenant que les États-Unis ont gagné la guerre froide, il faut surtout s'assurer qu'il n'y ait aucun rival. Aucun rival. Et la grande crainte des États-Unis, ce qu'ils ont écrit pendant plus de 100 ans, c'est qu'il y ait un rival, ils se disent ce rival, il viendra de ce qu'ils appellent l'Eurasie.
l'Europe et l'Asie, on est sur la même plaque tectonique, on est deux continents différents, mais on est sur la même plaque. Et si vous regardez, vous pouvez regarder sur votre téléphone, vous pouvez rentrer chez vous ce soir ou demain matin, vous regardez le monde, une map monde, les États-Unis sont loin de là où ça se passe. Ils vont tout faire à pied. Vous avez 75% de la population mondiale. Vous avez 70% des ressources naturelles connues à ce jour dans cette région-là. Et ceux qui sont en train de piloter le monde, ceux qui sont à la tête de la plus grande puissance économique, elle est très très loin, elle est à plusieurs milliers de kilomètres de ça. Les États-Unis se sont dit qu'il faut qu'on fasse attention qu'au centre de cette Eurasie, il n'y ait pas un rival. Et donc ils identifient très rapidement deux pays qui pourraient être des rivaux. Alors déjà avec l'Union européenne, ils ont empêché définitivement la France d'être un rival, mais même l'Allemagne, même l'Angleterre. On est dans ce qu'ils appellent pour eux un protectorat. Zbigniew Brzezinski, qui est un des grands penseurs géopolitiques américains, dit que l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. Et c'est vrai. Ils ont peur de l'émergence de la Russie et de la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent s'il y a une grande puissance en Europe, au centre de ces 70% de la population mondiale, au centre de ces 70% des ressources naturelles connues, bien, nous, qu'est-ce qu'on devient dans ce nouveau monde s'il y a une grande puissance? On est très loin, on n'a pas les connexions, on n'a pas les contacts, on n'a pas la culture, on n'a pas même le lien civilisationnel. Donc ils veulent à tout prix s'assurer qu'il n'y ait pas de rival. L'Ukraine est pour les États-Unis extrêmement important parce que l'Ukraine est un pont naturel entre la Russie, potentiel rival des États-Unis, et le reste de l'Europe. Les Américains vont aussi choisir, ils le font toujours, un pays faible, un pivot géopolitique. L'Ukraine tiraillée pour des raisons historiques. Deuxième page que j'explique dans mon deuxième bouquin, ou le dernier bouquin qui s'appelle Le chaos ukrainien, où j'explique comment on est arrivé à la guerre et comment en sortir. C'est un livre que j'ai sorti au mois de mai. L'histoire de l'Ukraine est très récente. Et ça, peu de personnes le savent. Avant le 19e siècle, vous ne trouverez aucun livre qui vous parlera d'un peuple ukrainien. L'Ukraine a été inventée, on peut dire, en 1922 par les bolcheviks. Staline, lors du 10e congrès du Parti communiste et le 12e congrès, parle de la nécessité d'ukrainiser les villes russes. Ils disent bien sûr qu'il y a une nation ukrainienne. Et il y a des personnes, et ça, je le lise juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, il y a des personnes qui se sentaient au début du XXe siècle ukrainiennes. Il y a eu un rejet pour une partie des habitants de cette région-là qui ne s'appelait pas Ukraine, qui s'appelait la Petite Russie. Il y a une partie de cette région-là qui a été sous influence polonaise, allemande, et qui a développé vraiment une volonté d'être une nation, d'être un pays, et c'est leur droit. Ce n'était pas le cas de tous les habitants de cette région-là. Et les communistes disent, bien, au 12e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, Staline dénonce deux menaces pour l'Union soviétique, que sont d'abord le chauvinisme blanc russe. Ils en voient bien que dans l'appareil soviétique, les Russes, ils ont tendance à garder leur réseau, ils ont des restes de l'époque blanche, donc il faut vraiment s'attaquer à ça. Et la deuxième menace, c'est ce qu'il appelle le régionalisme local, c'est du nationalisme. Mais entre les deux, il dit, le plus grave, c'est le chauvinisme grand russe. Donc, on va aider, c'est pas grave si un peu de nationalisme ukrainien est qui naît, mais on va encourager l'apprentissage de la langue ukrainienne qui n'est pas parlée par tous les habitants. Ils ont dessiné des frontières. Les frontières de l'Ukraine dont on parle aujourd'hui, alors c'est clair que ça bouge un peu tous les jours, mais l'Ukraine avant 2014, cette frontière a été dessinée par les communistes. L'ouest de l'Ukraine appartenait avant à la Pologne. Ou en tout cas pendant 4 siècles, 5 siècles, appartenait à la Pologne, a été rattachée à l'Ukraine par Staline. La Crimée a été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev. Pareil, je ne dis pas que cela ne justifie pas le combat de certains Ukrainiens qui veulent une nation, mais ça explique aussi que cette région est compliquée. Et s'il y a une chose à retirer de l'histoire de l'Ukraine au XXe siècle, c'est que les Ukrainiens n'ont cessé de faire la guerre entre eux. La vision que les Ukrainiens de l'Est ont de l'Ukraine, la vision des Ukrainiens de l'Ouest, je ne vous parle pas des Tatars, des Hongrois, n'est pas la même. Et les Ukrainiens se sont battus entre eux lors de l'indépendance, de la création de l'Union, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Ukrainiens se sont affrontés entre eux. La Deuxième Guerre mondiale, les Ukrainiens nationalistes se sont mis du côté des nazis, ils se sont battus contre d'autres Ukrainiens qui eux étaient dans l'armée rouge. Et ça, on ne le rappelle pas. Et lors de la création, de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, qui a été menée par le chef du Parti communiste ukrainien, il y a de nouveau des divergences entre Ukrainiens de l'Est et de l'Ouest, et qu'on voit lors de chaque édition. Donc c'est une zone fragile. Et les Américains appuient, évidemment, là où ça fait mal.
comme ils l'ont fait en Yougoslavie. Vous avez un pays qui est un peu artificiel, qui est un pays qui était monarchiste au début, qui n'a jamais eu le temps de se développer puisqu'il y a eu la Deuxième Guerre qui est arrivée et tout de suite après Tito et le communisme. Et donc on a eu ensuite une Yougoslavie communiste, mais c'était plus facile d'appuyer sur un pays divisé, sur un pays où les peuples s'étaient battus auparavant. Pour les Américains, il fallait à tout prix que l'Ukraine ne fasse pas partie, ne soit pas un pont naturel entre la Russie et le reste de l'Europe. Donc ils s'appuient sur la fragilité de l'Ukraine pour la déstabiliser. Les Américains, je vous ai expliqué tout à l'heure les méthodes qu'ils mettent en place avec leurs ONG, avec leurs think tanks, parfois même avec des grands groupes d'avocats ou de conseillers. Dès avant la chute du mur, la chute du communisme, George Soros, qui est donc élu, alors lui, il ne travaille pas pour le gouvernement américain. Il est complètement aligné sur la pensée américaine, l'empire américain, le mondialisme. C'est un atlantiste, il a ses fonds propres, c'est un milliardaire, et on le retrouve souvent avec ses associations à côté des associations américaines qui défendent l'atlantisme. Alors, ils ne disent pas l'atlantisme, ils disent la liberté, la démocratie, etc. George Soros se vante lui-même d'avoir été présent en Ukraine avant 1991. George Soros dit qu'il voulait remplacer l'Union soviétique par l'Union Soros. Les Américains sont présents en Ukraine, comme ils le sont partout dans le monde. J'explique dans mon livre également, via différentes agences, dont une qui s'appelle la National Endowment for Democracy, la NED. C'est une association, une organisation qui est financée par le gouvernement américain. On n'a que des caciques, des anciens responsables politiques américains qui c'est censé être une organisation neutre, mais elle n'est absolument pas. Ils financent des mouvements. Ils financent des mouvements sur voilà, comment faire un tract, comment faire une manifestation, comment est-ce que l'Ukraine devrait rentrer dans l'Union européenne. Ce sont des programmes qui sont extrêmement politiques. En 2004, il y a une élection controversée. On dit que l'un des candidats aurait eu recours à la fraude, c'est possible, je ne sais pas. En tout état de cause, très rapidement, ce candidat ne pesait pas à Washington. Donc, on l'accuse tout de suite de fraude, peut-être qu'il a fraudé, je pense même qu'il a dû frauder. Mais dans la nuit, vous avez des milliers de jeunes qui arrivent dans la rue, qui sont passés entre les mains de ces différentes associations. Donc les leaders sont passés entre les mains de ces différentes associations. On a eu la révolution orange, parce que les manifestants étaient en orange. Et si vous regardez, vous remontez un peu dans le temps, vous regardez les informations, c'était tous ces jeunes, regardez comme c'est beau, c'est ce qu'on disait chez nous, hein. Regardez ces jeunes comme c'est beau, ils veulent la démocratie, ils sont contre la fraude. Le patron de la NED, Alan Weinstein, lui dit que grâce à la NED, la NED fait aujourd'hui ouvertement ce que la CIA faisait 25 ans auparavant, clandestinement. C'est-à-dire que les Américains s'en cachent pas du tout. C'est complètement interdit de s'immiscer dans les affaires d'une nation souveraine. C'est complètement interdit par le droit international, par la charte de l'ONU. Ils le font, ils s'en cachent pas. Et vous avez McFaul, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'époque en Russie, qui dit très clairement, oui, il écrit dans Washington Post lors d'une interview, c'est vrai, on s'est ingéré, on s'est immiscé dans les affaires politiques de l'Ukraine, parce qu'on pensait que cette révolution orange était bonne. Donc ils ne s'en cachent pas, il y a cette révolution orange, et donc ils mettent en place leur candidat. Malheureusement, ça ne marche pas, parce que l'Ukraine est un pays très pauvre. Avant la guerre, l'Ukraine pourtant c'est un pays qui a un potentiel incroyable, et c'est un pays qui a été ruiné par 70 ans de communisme et qui a été mis en coupe réglée par des oligarques qui sont distribués les richesses et qui ont régné région par région. Donc l'Ukraine était devenue une oligarchie. Donc c'est un pays qui est extrêmement pauvre, et l'oligarque en place, choisi par les atlantistes, n'a pas fait le travail, n'a pas apporté de boulot aux Ukrainiens. Et la seule chose qu'exportait l'Ukraine, malheureusement, c'était les Ukrainiens. Il n'y a pas eu la prospérité qui a été promise, il n'y a pas eu l'aide des Américains, il n'y a pas eu l'aide de l'Union européenne. Aux élections présidentielles qui ont suivi, le candidat malheureux qu'on avait accusé de fraude gagne. Et là, on cherche partout, on a dit il a dû frauder, mais sauf qu'il y avait des responsables de l'OSCE qui étaient sur place, qui ont dit, non, écoutez, là, il n'y a pas eu de fraude. Donc il est en place. Et lui, c'est un malin, il joue aussi bien avec l'Europe qui veut l'attirer dans son giron que la Russie, il prend le meilleur des deux côtés. Et on arrive à un moment, en 2013, où il y a un pacte, et ça c'est important, il a le choix entre deux pactes. Un pacte qui est proposé par l'Union européenne, un pacte de 600 millions d'euros, où l'Europe promet qu'elle va aider l'Ukraine à devenir un pays démocratique, civilisé, etc., et prospère.
Et en contrepartie, Moscou fait une autre proposition, à 20 milliards. 600 millions à Bruxelles, 20 milliards à Moscou. L'Ukraine est le pays le plus pauvre d'Europe à cette époque-là. Le président Yanukovych hésite entre les deux projets. Tout le monde est certain qu'il va signer le projet européen. Sauf qu'au mois de novembre 2013, il décide de signer le pacte avec la Russie. Et la Russie a dit en plus, vous pouvez signer les deux. Nous, il n'y a pas de problème. Les Européens ont dit non, vous devez signer juste avec nous. Il y avait une exclusivité. Les Russes ont dit vous signez avec nous, vous signez avec les autres, c'est pas grave. Ils décident de signer avec les Russes. Qu'est-ce qui se passe? Mais en moins de 24 heures, la place Maïdan, qui est la grande place de Kiev, remplie de monde. Qui sont ces jeunes? Ce sont des personnes issues des réseaux sociaux, et des réseaux sociaux où les meneurs, on va dire les influenceurs, sont des personnes qui ont été formées par différentes ONG américaines qui ont dit à ces jeunes qu'il fallait que l'Ukraine suive la voie européenne parce que l'avenir de l'Ukraine était forcément en Europe. Alors, le paradoxe, là, c'est qu'en plus, non seulement il y avait ces jeunes, mais comme ils sentaient que ça allait être un peu compliqué, ils ont été rejoints par vraiment des groupes de caricatures, je ne veux même pas dire d'extrême droite, mais des groupes de néo-nazis qui sont arrivés, qui étaient sur la place Maïdan. Après, de ces jeunes, il n'y avait aucun problème. Pour les médias, ça c'est les gentils nazis. C'est genre, j'ai découvert quelque chose en 2013, c'est qu'il y avait des méchants nazis et des gentils nazis. Là, c'était les gentils nazis. Ils étaient ouvertement, ils se revendiquaient ouvertement de Bandera, du bandérisme, qui est un criminel de guerre, qui est quelqu'un qui est responsable de la mort des milliers de Polonais, des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin lui et son idéologie. Ça n'a posé aucun problème, parce que, et ça, les Américains s'appuient toujours sur des mouvements de jeunes galvanisés. Quelle que soit l'idéologie. Ils sont appuyés sur les Moudjahidines en Afghanistan contre les Soviétiques, contre des djihadistes en Bosnie contre les Serbes, avec des mafias nationalistes albanaises contre les Serbes également au Kosovo. Ce qu'il faut, si vous allez renverser un système, c'est pas avec des jeunes démocrates centristes que vous allez faire. Si vous allez renverser un système, si vous allez descendre dans la rue et vous battre, et il vous faut quelqu'un de galvanisé, quelqu'un qui croit dans son idéologie, quelqu'un souvent un peu extrémiste, canalisé. Par les Américains, on leur oblige sur place. Il y a cette manifestation du Maïdan. Lors de cette manifestation du Maïdan, alors de nouveau dans les médias, tout le monde dit c'est parfait, c'est magnifique, Bernard Lévy va sur place, Victoria Nuland va sur place, voilà, tous les apôtres de la paix et de la démocratie vont sur place pour dire au monde entier que c'est quelque chose de très très bien. On a les enregistrements aujourd'hui de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État de Barack Obama, sur place en train de discuter avec Jeffrey Payet, qui est l'ambassadeur des États-Unis, où ils sont en train de décider qui vont mettre en place au gouvernement une fois qu'ils auront chassé Yanukovych. Il n'a même pas encore été chassé, dans les débuts février 2014. Il n'a pas été chassé, ils sont déjà en train de décider. On a l'enregistrement. Victoria Nuland, pour la suite, dira que les Américains ont investi plus de 5 milliards de dollars pour apporter la démocratie en Ukraine. Donc les Américains se sont servis de l'Ukraine pour empêcher la Russie de devenir un pont naturel. Parce que si l'Ukraine avait signé ce partenariat avec la Russie, qui était un partenariat de bon sens, l'Ukraine et la Russie, juste pour information, le russe c'est la lingua franca de l'Ukraine. Tout le monde parle, la plupart des personnes, moi aujourd'hui. Mais à l'époque, tout le monde parlait russe. Parce que c'est pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, parce que c'était aussi l'Union soviétique après. C'était du bon sens. Bien, ils ont mis fin à ce partenariat. Et avec la Russie, ils ont chassé Manu Militari, le président démocratiquement élu par les Ukrainiens. Suite à ça, il y a une guerre civile dans le Donbass en 2014, donc la guerre n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, des Ukrainiens qui se battaient entre eux. Contre les manifestants du Maïdan, le président Yanukovych a envoyé la police, contre les manifestants du Donbass se sont révoltés contre ce coup d'État. Le nouveau pouvoir à Kiev a envoyé l'armée. Et à l'Occident, on dit plus rien. Là, on passe à autre chose, PSG, OM, Malina, tout ce que vous voulez. On change de sujet. Donc l'Ukraine, à ce moment-là, est réglée par les Américains. Tout de suite après le Maïdan, le patron de la CIA arrive. Joe Biden, qui était, c'est intéressant, à l'époque vice-président, il était 4 ou 5 fois sur place en Ukraine. Le vice-président américain qui vient dans le pays le plus pauvre d'Europe. Ce n'est pas anodin. La CIA est sur place, il dit lui-même qu'il parle plus avec Poroshenko, qui est le premier président sorti de ce coup d'État, il parle plus avec Poroshenko qu'avec sa propre femme. Il place son fils Hunter à la tête de Burisma Holding, qui est la plus grande société ukrainienne de
de vente d'hydrocarbures. Son fils ne connaît rien du tout aux hydrocarbures. Il vient d'être viré de la marine pour usage de cocaïne. Son père, Joe Biden, le vice-président, il le place Burisma. Et il fait chasser à l'époque le procureur qui s'enquête un peu trop sur Burisma et qui dit qu'il y a des histoires, pas forcément liées à Hunter Biden, mais liées à cette société. Et Joe Biden se vante à l'époque-là de l'avoir fait virer. Donc il ne se cache même pas qu'il contrôle l'Ukraine. Et il transforme l'Ukraine petit à petit en pays anti-russe. L'idée n'est pas de dire que l'Ukraine doit être pro-russe. L'Ukraine, si ils veulent créer, les Ukrainiens veulent créer l'Ukraine, ils doivent avoir la liberté. Mais là, ils sont sous influence américaine. Le bandérisme, qui serait condamné dans n'importe quel pays de l'Union européenne aujourd'hui, est toléré, est accepté et même encouragé sur place. Parce qu'on veut ces jeunes guerriers qui sont prêts à aller se battre contre les Russes. Les Américains permettent cette galvanisation de la jeunesse ukrainienne qui n'a rien, qui est toujours pauvre. De nombreux des milliers d'Ukrainiens continuent de fuir. Et les Américains encouragent ça, on réduit l'usage de la langue russe. Et il ne faut pas oublier que tout l'Est et le Sud du pays parlent en russe. C'est pour ça qu'il faut le savoir, ça, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé dans les médias. Donc petit à petit, l'Ukraine est devenue un pays, était en train de devenir un pays anti-russe. Pourquoi est-ce que Poutine est intervenu? Pour quelques raisons très très simples. La première, c'est la défense de sa frontière. C'est une décision qui je pense, qui a dû être terrible pour lui, terrible pour nous tous, hein, mais qui est dure pour la défense de sa frontière. Pourquoi? La Russie a été envoyée, et ça pareil, on ne connaît pas parce qu'on l'a compris à l'école aujourd'hui, mais la Russie a déjà été envahie plein de fois dans son histoire. Moi, je ne suis pas là pour raconter l'histoire des pauvres petits Russes qui n'ont jamais rien fait de mal à personne et de l'autre côté, il n'y a que des gens, que des méchants qui leur veulent du mal. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas les enfants de cœur. Mais la vérité historique est que les Russes ont été envahis par les Lituaniens, par les Polonais, par Napoléon, par nous, 2 fois par les Allemands, par les Suédois, toujours par ces mêmes plaines de l'Ukraine. C'est une zone stratégique. C'est par là que tous les envahisseurs sont arrivés. À part les Huns. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les Européens de l'Ouest sont toujours arrivés par là. Donc les Russes ne peuvent pas permettre à cette région-là d'être occupée par l'OTAN, qui est une organisation ouvertement anti-russe. L'OTAN, il y a plein de menaces sur Terre, mais je ne sais pas pourquoi, depuis ces dernières années, même avant l'Euromaïdan, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il n'a cessé d'organiser des exercices militaires sur la frontière russe. Plus d'une quarantaine, avec 30 000 à 40 000 hommes sur place, toujours sur la frontière russe. Les Russes se disent, mais attendez, c'est quoi la prochaine étape? Vous avez organisé des révolutions de couleur en Yougoslavie, en Géorgie, en Ukraine. Qu'est-ce qui dit qu'on ne sera pas la prochaine cible? Et il ne faut pas oublier que en 89, quand le mur de Berlin tombe, les Occidentaux, les Atlantistes, négocient avec la Russie. Ils promettent qu'en contrepartie de la réunification de l'Allemagne, l'OTAN ne s'avancerait pas, c'est James Baker, le secrétaire d'État américain à l'époque, les Américains et l'OTAN promettent de ne pas pousser l'OTAN, enfin de ne pas avancer l'OTAN un pouce vers l'Est. Et les Russes, naïvement, disent ok d'accord, on vous laisse réunifier l'Allemagne, on va quitter l'armée rouge qui était positionnée en Allemagne, et vous n'avancez pas l'OTAN. Sauf que l'OTAN a cessé de progresser vers l'Est. Parce qu'à cette époque-là, la Russie n'a pas le pouvoir, n'a pas la puissance ni économique ni politique pour résister. Et petit à petit, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, les pays baltes, la Croatie, l'Albanie, tous les pays de l'ex-bloc communiste vont rentrer dans l'OTAN. La Russie se sent complètement entourée sur son flanc occidental par une organisation qui est ouvertement anti-russe. Ça, c'est la première raison pour laquelle Poutine intervient. La deuxième, c'est évidemment pour la défense des Russes, qui sont des personnes qui s'identifient à la Russie ou qui préfèrent être sous la protection de la Russie. Moi, j'y vais chaque année depuis au moins une fois depuis 10 ans, et c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre. Je rencontre des Ukrainiens qui se disent Ukrainiens et qui disent je préfère vivre, je pense que Moscou gérera mieux le pays, alors la région où on est, que Kiev. Et on rencontre des personnes qui disent moi je suis russe, parce qu'on a toujours été russe ici, l'Ukraine c'est une construction politique, d'accord, mais il faut comprendre aussi ça, avant on n'était pas un pays ou notamment un empire, on pouvait avoir différents peuples, différentes nations dans son entité, c'était pas un problème, ils se sont toujours sentis russes et ukrainiens, comme on pouvait être roumain et ukrainien, ou hongrois et ukrainien, mais ils étaient avant russes. Et eux, plusieurs fois j'en ai rencontré, j'ai dit mais où est l'armée russe? Je parle avant de 2022. Où est l'armée russe? Et ils disaient mais elle n'est pas là malheureusement, on aimerait bien qu'elle soit là. Il y a des personnes qui se sentent très sincèrement russes à l'est et au sud de l'Ukraine.
ne veut pas dire que toute l'Ukraine doit devenir russe, mais cet appel de la part de la population, il y a une pression sur Poutine de la part d'autres Russes en disant mais on ne peut pas laisser nos frères se faire attaquer, on ne peut pas les laisser se faire traiter de sous-hommes par les bandéristes de l'Ouest. Donc il y a ça, c'est un deuxième élément qui est important. Il y a un troisième côté un peu civilisationnel, je pense, où la Russie a une vision de l'homme, de la religion, de la société, de la civilisation qui est assez différente, à 100% différente, mais assez différente de ce qu'on voit nous en Europe de l'Ouest. À un moment où nous on évacue Dieu de la société, Poutine met Dieu dans la Constitution. À un moment où nous on dit que n'importe qui peut se marier, eux ils écrivent dans la Constitution que le mariage c'est un homme et une femme. Il y a vraiment une différenciation, on va dire, idéologique, anthropologique entre la Russie et l'Ouest. Et je pense que Poutine aussi dans cette intervention veut montrer que lui il veut défendre, en tout cas sur sa frontière, une vision de l'homme qui est assez différente de la vision, on va dire, woke qu'on est en train de mettre en place en Europe de l'Ouest aujourd'hui. Donc ça, ce sont des éléments majeurs qui ont encouragé Poutine d'intervenir, et nos médias parlent essentiellement, les politiciens parlent essentiellement de l'invasion militaire. Mais ce n'est pas le plus grand coup de Poutine. C'est pas ça. Ça, c'est que la vision, la partie visible de l'iceberg. Quand Poutine intervient en Ukraine, en même temps, il attaque le modèle impérial américain dont on parlait tout à l'heure. Il veut mettre fin à ce modèle impérial. Comment est-ce qu'il fait ça? Je ne dis pas qu'il va y arriver, je dis juste que je pense que c'est ce qu'il veut faire. Il veut faire ça, il savait très bien qu'en intervenant en Ukraine, il allait avoir des sanctions, mais par milliers. Et la Russie est aujourd'hui le pays le plus sanctionné, je pense, de l'histoire de l'humanité. Le fameux ministre de la Finance, le prix Nobel de l'intelligence, Bruno Le Maire, avait dit qu'il ferait s'effondrer l'économie russe à cause des sanctions. Et c'est vrai que ça faisait peur, il y a des sanctions, on n'achète plus rien, on ne vous vend plus rien, vous allez voir, on va fermer tous les robinets, on n'achète plus votre gaz, on n'achète plus votre pétrole, c'est fini pour vous les Russes. Hein. Il ne fallait pas faire ça. 2 ans plus tard, la Russie est le pays d'Europe, avec le PIB en parité de pouvoir d'achat, le plus important. La Banque mondiale, qui pourtant, je vous disais, une institution américaine, donne un taux de croissance sur 2023 à la Russie, estime un taux de croissance supérieur aux autres pays européens. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, ces politiques de sanctions? Je pense que Poutine avait calculé son coup depuis très longtemps. Ils se sont dit que l'Europe et l'Empire américain est en phase décadente, descendante. On vit sur notre hubris, on pense qu'on est les plus forts parce qu'on l'a toujours été, parce que c'est l'Amérique, parce que c'est Tom Sawyer, c'est tout ça. Et c'est pas vrai. On est beaucoup plus faible que ce qu'on pense. Juste une parenthèse, j'ai vu ce matin que le niveau de mortalité infantile en France augmente. Juste pour rappel, Emmanuel Todt, il avait annoncé la chute de l'URSS dans les années 70 quand il avait vu que le taux de mortalité était en train d'augmenter en URSS. Donc nous, on est beaucoup plus faible qu'on pense qu'on l'est. On vit sur nos lauriers, et les Russes, et une bonne partie de la planète le sait. Parce que Poutine n'est pas seul. Comment est-ce qu'il a fait pour contourner ces sanctions? Il a travaillé avec la Chine, 1 milliard d'habitants, avec l'Inde, 1 milliard. Le Luxembourg dit « Ah, moi j'achète plus de pétrole. » Oui, c'est pas grave. C'est où le Luxembourg? Ouais, j'ai beaucoup de respect pour le Luxembourg. Mais c'est juste pour vous dire, l'Institut Wilson, institut américain, dit lui que les sanctions contre les États-Unis sont appliquées par 15% de la population mondiale. 15, c'est la fameuse communauté internationale dont on parle sur TF1, etc. La communauté internationale. C'est 15% de la population mondiale. C'est-à-dire que le reste de la planète s'en fiche de ce qui se passe en Ukraine. C'est terrible, hein? Et comme nous, on s'en fiche un peu de ce qui se passe au Yémen, au Rwanda. Je ne dis pas que c'est bien, hein. C'est mal. Alors, on devrait s'en soucier. Mais c'est la vérité. Et nous, on a fait une focalisation parce qu'on a cru qu'on allait faire tomber la Russie, parce que les Américains nous ont dit il faut faire tomber la Russie. Il faut que la Russie devienne atlantiste. Et si elle ne veut pas, on va la faire tomber. Et aussi, ça, c'est le grand tour de passe-passe que Poutine est en train de mettre en place. Alors, je juge, là, on va dire 2 ans après la guerre, et fort des 10 dernières années d'analyse que je fais sur cette région-là, pour l'instant, il n'est pas du tout en train de s'effondrer. Au sein de l'organisation de coopération de Shanghai avec la Chine, il développe différentes institutions entre la Russie et les pays asiatiques. Ils sont en train de faire un corridor qui passe par l'Antarctique, qui permet
d'aller du Pacifique à l'Europe en nettement moins de temps qu'en passant par le canal de Suez. Ils sont en train de mettre en place une route, c'est très importante, ils travaillent avec les Chinois et d'autres, qui va directement de la Russie à l'Inde. Et ça, on est en train de parler de ces 75% de la population mondiale. Et nous, on est en train de... 75% de la population mondiale, bah oui, on est en train de devenir tout petit. Parce qu'eux, ils continuent à travailler entre eux. Aussi, la Russie met en place une dédollarisation. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le dollar est un des piliers de l'économie américaine. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les États-Unis ont fait de leur monnaie la monnaie de réserve internationale. Ce qui veut dire qu'ils peuvent quasiment imprimer à volonté leur dollar. Il y a des règles économiques, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, l'endettement américain, c'est 90 000 milliards de dollars. L'endettement public, c'est 30 000 milliards de dollars. Le premier budget, la première ligne budgétaire des Américains, quand ils payent leurs impôts, c'est rembourser la dette. Avant l'école, avant les hôpitaux, avant même l'armée. Ils remboursent la dette, ils sont surendettés, ils vont au rang des banquiers. Ça, c'est la réalité. Les Russes, les Chinois, les Indiens, et même les Africains le savent. Ils le savent, parce qu'ils ont vu, ils n'avaient pas la puissance, mais ils comprennent. Parce qu'ils apprennent encore dans leurs écoles l'histoire, parce qu'ils regardent. Ils ne regardent pas avec les lunettes roses que nous regardons, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands. Ils savent que c'est pas vrai. Donc, ça, c'est ce que la Russie essaye de faire avec cette invasion. L'invasion est vraiment minime. Je pense que le but de la Russie, ça ne dure pas longtemps, mais ils disent, mais non, on va plus négocier. Ils voient très bien que l'OTAN, au bout de 2 ans, n'a pas réussi à faire reculer la Russie. Là, on sait même qu'il n'y a plus assez de munitions dans les stocks de l'OTAN. C'est-à-dire que n'importe quel pays pourrait quasiment débarquer en France demain. Certains le font déjà tout aujourd'hui, mais n'importe quel pays peut débarquer. Il n'y a plus de munitions. On ne peut pas mener une guerre de haute intensité. Et les armes qu'on a fabriquées, qui sont super sophistiquées comme dans les salons, ne sont pas toujours aussi adaptables sur du combat de terrain avec des températures de -20 qui peuvent monter qui vont jusqu'à -40. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Et le monde occidental commence à se réveiller un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, je voudrais terminer sur la France. Parce que nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on doit faire, c'est avant de choisir un côté, une couleur, dans la guerre des boutons, c'est quel est l'intérêt de la France? Quel est notre intérêt? Nous étions la première puissance mondiale au XVIIe siècle, et depuis on a cessé de chuter, ne carré le sida. La dernière personne qui a essayé de défendre la souveraineté de la France, c'était pas facile, je sais qu'il n'était pas populaire parmi le général de Gaulle, qui avait encore cette volonté de faire de la France un pays indépendant, qui a résisté contre la pression des États-Unis, qui a réussi à mettre des bases militaires en Allemagne, en Italie, qui a réussi à mettre en place une politique très pro-américaine. De Gaulle a résisté. Malheureusement, après De Gaulle, on a eu Pompidou, banquier Rothschild. Aujourd'hui, on a Macron, banquier Rothschild. Entre les deux, il n'y a rien eu de bon. Et il n'y a personne qui défend encore les intérêts de la France, des Français. Donc, très rapidement, ce que la France doit faire, c'est un beau programme, c'est qu'il faut à tout prix sortir de ce modèle impérial américain. On doit sortir de ce protectorat. Parce qu'on a les pieds et mains liés. Quand on vend des sous-marins aux Américains, les Américains nous poignardent dans le dos et disent « Ah, c'est bon business ». Ils nous enlèvent le dossier. Quand on veut vendre des bateaux Mistral à la Russie, au moment d'un appel Hollande, il dit « Stop ». Voilà, c'est avant la guerre de 2022. « Stop ». Il ne faut pas faire ça. Et Hollande obéit. Les Américains, Edward Snowden, qui s'est réfugié en Russie, américain, qui travaillait pour la CIA, a montré au monde entier les outils impressionnants mis en place par les États-Unis pour nous surveiller. Ils espionnent nos présidents, ils espionnent le Parlement européen, ils espionnent notre propre Parlement, ils espionnent nos industriels. Et on ne dit rien. Donc, on doit retrouver notre souveraineté, on doit sortir du carcan américain. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire la guerre contre eux, c'est une grande puissance, mais ça veut juste dire qu'on veut retrouver notre souveraineté. Je pense que ce serait aussi important de retrouver une France spirituelle, je pense chrétienne. Je pense que c'est important parce qu'on est dans une décadence morale qui ne permettra pas, si on se défait des États-Unis juste pour retrouver la même société que ce qu'ils nous ont créé, ça ne marchera pas. Donc il faut un renouveau spirituel en France et en Europe. Je pense que c'est important. Renouveau spirituel qu'on voit ailleurs dans le monde. C'est pas ringard d'avoir une religion dans le reste du monde. Ça l'est aujourd'hui en Europe de l'Ouest, mais ça n'est pas forcément dans le monde entier. Et je pense que c'est important pour reconstruire la France. Donc,
Je vais terminer sur deux auteurs que je suis sûr que vous connaissez. Le premier, c'est Chateaubriand. Chateaubriand, dans Mémoire d'outre-tombe, dit qu'il faut que la France et la Russie soient proches. Il dit on n'a pas de frontières en commun, on ne se fait pas la guerre, on n'est pas concurrents commerciaux, on a les mêmes ennemis. Oui, au XIXe siècle, on a les mêmes ennemis. Il dit avec la paix en Europe, que le cabinet des Tuileries parle au cabinet de Saint-Pétersbourg et rien ne bougera. Pour la stabilité de l'Europe, il est important. Et moi-même, je le dis, dans mes différentes conférences ou interviews, je suis pour la paix. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal à employer le terme pacifiste, mais je dis que je suis clairement pour la paix. Et peut-être qu'en effet, il ne faut pas avoir peur de dire on est pacifiste. Ça ne veut pas dire qu'on soit anti-militariste pour autant. Mais pas du tout. Pas du tout. L'armée doit être utilisée au bon moment. Raphaël? J'ai une autre question. J'ai compris votre point de vue concernant l'Atlantique que je vous partage. Je voulais savoir si on peut se mettre 5 secondes à la place de Vladimir Poutine ou de la Russie. Comment attaquer l'Atlantique? Plus fort, s'il vous plaît. Oui, comment attaquer l'Atlantique? Levez-vous et parlez un peu plus fort. Déjà, madame. Allez, Parce que c'est tellement passionnant, mais Avançons. Oui, alors je disais, comment attaquer l'atlantisme ou les États-Unis, même si les deux sont confondus, par quel biais pour soigner la paix et la pouvoir, c'est le biais monétaire, le biais guerrier, par le soft power, qu'est-ce que vous conseillez ou qu'est-ce que vous voyez comme plan d'attaque pour la Russie concernant les États-Unis? Ça, c'est un bon point. Les Russes, malheureusement, sont encore assez mauvais en soft power. Ils ont fait des efforts, ils se sont améliorés, mais les Slaves, on a un problème avec le soft power, mais ça ne se passera pas par ça. Je pense que l'idéal reste économique. Quand les Américains vont se rendre compte que les Africains, les Indiens achètent des centrales nucléaires russes, quand ils vont se rendre compte que le reste du monde continue à utiliser de l'énergie fossile, on n'est pas tous aux éoliennes, etc., que le pétrole est encore en utilité sur cette planète, et le gaz, ils vont être obligés de revoir leur position. La dernière chose qu'on veut, c'est un conflit militaire direct. Déjà, d'un point de vue indirect, on est vraiment à la limite. On est en train de parler de puissance nucléaire, et ça, je rebondis sur votre intervention tout à l'heure. Si cette guerre aujourd'hui verra, elle peut très vite devenir nucléaire. Et là, il n'y a plus de pacifistes, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc, je pense que c'est extrêmement important, et dans l'esprit de Poutine, de ce que je crois comprendre en tout cas, je ne suis pas du tout dans ses cercles intimes, mais ce que je vois, c'est le travail que la Russie continue de faire pour améliorer ses relations économiques et politiques avec le reste du monde. Le Nicaragua a voté une loi permettant l'implantation de bases militaires américaines en Amérique du Sud. Vous voyez, alors, on est sur le registre militaire, mais le geste est avant tout politique. La Russie continue, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, continue de faire le tour du monde sans qu'on en empêche. Il noue des relations, il signe de nombreux contrats. Et la Russie est exportatrice nette. L'Allemagne, aujourd'hui, est entrée officiellement en récession, et elle importe plus qu'elle exporte. Alors que c'est le poumon, on nous a dit, c'est le poumon économique de l'Europe. La Russie exporte plus qu'elle importe. Donc, je pense que c'est ça la solution. Et qu'au bout d'un moment, j'espère, Washington va se rendre compte que à ce jeu-là, ils sont en train de perdre, donc ils vont essayer de sauver les meubles, négocier, discuter, dire ça c'est votre territoire, ça c'est le nôtre, retrouver la voie de la diplomatie. Parce que si c'est une confrontation, je ne vois pas les États-Unis et la Russie se battre sans que ça devienne vite atomique. Quel est l'intérêt des Américains, d'après vous, de répandre le wokisme dans le monde, surtout l'aspect LGBT dans les écoles, et ce lavage de cerveau pour les enfants? Oui. Les Américains ont été dépossédés de leur pays. Avant, on aimait tous un peu les États-Unis parce qu'on pensait qu'ils allaient défendre la chrétienté, défendre les minorités, qu'ils allaient défendre tout le monde, et que c'était pour ça qu'on se retrouvait dans l'idéal américain. Sauf que le pouvoir américain a été confisqué. J'explique de mon livre, je crois plus, a été confisqué par une élite financière qui a tout intérêt à s'enrichir. Ils ne veulent plus de nation, ils ne veulent plus d'État, ils ne veulent plus de corps intermédiaires, ils ne veulent plus de religion, ils ne veulent plus de syndicats, ils veulent juste l'argent, le capital d'un côté et des consommateurs en face. Et comme ça, ils mettent le monde entier en coupe réglée. Quoi de mieux que de détruire les nations que d'introduire le cancel culture? L'histoire de France, on a quand même le président français qui dit qu'il faut revoir l'histoire de France. C'est une des plus belles histoires de toutes les nations. Il y a plein de nations, il y a très peu de nations qui aient une histoire aussi riche que l'histoire française. Le président français dit qu'il faut la réécrire. Le wokisme, on est en train de dire que
un garçon peut être une fille peut être un garçon, qu'un lapin peut être un écureuil. Enfin, on arrive dans des trucs complètement délirants. Et on se dit, comment est-ce qu'on déstructure la société parce qu'elle sera atomisée. Ça s'appelle ça l'anomie. Il n'y a plus de lien entre les deux. On va tous éviter dans des villes, des villages, des mégacités. Il n'y aura plus de lien entre nous. Plus de lien affectif, plus de culture en commun, plus rien. Juste des consommateurs avec les lunettes 3D. On dira, dans un périmètre de 15 km. Donc ça, c'est la meilleure façon de détruire tout ce qui était un intermédiaire entre ce très très grand capital, on parle de sociétés qui pèsent des milliards de dollars, et l'individu. Et c'est pas que les Américains, ils représentent à peu près 50% de cette, ils appellent la super classe mondiale. Michel Geoffroy en a parlé, il y a un autre livre qui en parle très bien, c'est la nouvelle guerre des classes de Michael Lynch, un Américain, qui dit qu'il y a cette espèce de super pouvoir veut garder l'ensemble du pouvoir au niveau mondial et détruire tout ce qui fait une opposition entre le consommateur et eux. Aurélien. Merci pour votre intervention. Je vais vous poser une question un peu difficile. La prospective, c'est un art délicat. Est-ce que vous avez, d'un point de vue plutôt militaire, vous avez une idée pour moyen terme d'un scénario un peu... Enfin, quel est votre scénario le plus probable qui pourrait se passer entre l'Ukraine? Sur l'Ukraine? Sur l'Ukraine. Moi, ce que je comprends... Alors, je suis pas du tout un expert militaire. Je vais juste vous dire ce que je comprends. J'ai fait pas mal de lecteurs sur le sujet. Je pense que là, clairement, les Russes ont mis en place des défenses où ils veulent vraiment affaiblir l'armée ukrainienne, qui envoie par vague, c'est terrible, des milliers de jeunes Ukrainiens qui sont également, juste pour les Russes, c'est difficile, pour la région aussi, parce que c'est des orthodoxes chrétiens, ils ont pour beaucoup d'entre eux, une langue en commun, une religion en commun, et ils viennent s'empaler sur ces défenses russes. L'OTAN a envoyé des milliers et des milliers d'armes, de missiles, d'obus, de mitraillettes, de véhicules, qui n'arrivent pas à faire reculer la Russie. La Russie, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle a en ce moment le temps de quelques contre-offensives. Je pense que l'objectif de la Russie, c'est d'user l'armée ukrainienne jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer. Et ensuite, ils vont dérouler, je pense, on verra l'état du monde à ce moment-là, ils vont récupérer les 4 oblasts dans leur totalité, enfin qu'ils ont annexé en 2022. Il est possible, à mon avis, là je vais mouiller, il est possible qu'ils aillent jusqu'à Kiev, qui est dans les chroniques de Nestor au Moyen-Âge et même dans l'imaginaire, l'histoire des Russes qui soient dans l'est de l'Ukraine, au sud ou en Russie même. Kiev est la mère de toutes les villes russes, c'est la chronique de Nestor au Moyen-Âge qui dit ça, Kiev est la mère de toutes les villes russes. Je pense qu'ils iraient là. Récupérer l'ouest de l'Ukraine me paraît très compliqué, ils sont trop anti-russes dans cette région-là, ils ont développé leur propre culture identitaire. Les Russes peut-être vont l'occuper, mais ils s'en serviraient comme monnaie d'échange. Ce qu'ils voudront en tout cas, est certain, c'est qu'ils n'arrêteront pas tant que l'Ukraine ne sera pas identifiée officiellement, enfin ne sera pas qualifiée de pays neutre. C'est pas dégradant d'être neutre. Le Mexique est neutre, la Suisse est neutre, la Serbie est neutre, d'être un pays neutre. Et ils voudront s'assurer aussi que l'Ukraine ne soit plus un pays anti-russe. Il y aura un peu plus du boulot, ça va prendre un peu de temps, c'est ce que je pense. Juste une question. Vas-y. Approche-toi, Nicolas. Vis-à-vis des États-Unis, comment est-ce que vous voyez l'état politique actuel des États-Unis? Est-ce qu'ils sont divisés en eux-mêmes? Et qu'est-ce que ça pourrait amener dans l'avenir? Est-ce que vous voyez les États-Unis rester un pays unifié à long terme? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une deuxième guerre civile des États-Unis? Est-ce qu'il va y avoir un effondrement économique? Est-ce qu'ils vont se redresser? Comment est-ce que vous voyez ça pour l'avenir des États-Unis? Et ça, je pense que c'est une très bonne question. Les États-Unis, je pense que Poutine aussi, il a ses Emmanuel Todd à lui qui ont fait des calculs sur la société, l'état de la société américaine. Les Américains n'ont jamais été aussi divisés, je pense, depuis la guerre de sécession. C'est terrible, les Américains se demandent même en plus ce qu'ils ont entre les côtes le reste du pays. Ils ne sont pas du tout alignés entre les côtes qui sont plutôt libérales, qui sont plutôt aisées, qui ont accès au port, qui ont accès au commerce, et le reste du pays qui est plutôt traditionnel, conservateur, au sens très 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 large du terme. Ce sont deux mondes, et on l'a vu pendant les 2 dernières campagnes électorales américaines présidentielles, à quel point vraiment ils n'avaient rien en commun. Ils n'ont rien du tout en commun, et je pense que ça sera explosif.
Je pense que ce sera vraiment explosif. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la guerre civile parce qu'ils ont assez d'armes pour le faire s'ils le veulent? Je ne sais pas si ça pourrait aller jusque-là, mais on a quand même le Capitole qui a été envahi. Alors c'était pas méchant, hein, mais c'était quelque chose d'extrêmement symbolique. Trump qui dit que les dernières élections ont été truquées, c'est quand même c'est fort. C'est quand même le pays qui donne des leçons de démocratie au monde entier et qui truque ces élections. Un truc qui ne va pas. Mais ils sont extrêmement divisés et ils ne sont pas reliés par quelque chose. Avant, la droite, les classes populaires, l'élite, il y avait un lien on va dire religieux, chrétien, même si c'était assez large. Il y avait cette vision d'être américain, c'était d'être américain, les valeurs, la liberté d'expression, la constitution américaine, ça voulait dire quelque chose, ça rapprochait des Américains quand tout d'un coup un président élu portant sur un programme anti-guerre disait tout d'un coup il faut qu'on aille faire la guerre en Europe pour battre les nazis, ou il fallait faire la guerre en Europe pour battre les Allemands. Ils trouvaient quelque chose pour rassembler les Américains. Ils avaient arrivé à trouver une fibre patriotique. Cette fibre patriotique, elle n'existe plus beaucoup du tout dans le camp wokiste, Trump, démocrate. Elle existe encore un peu chez on va dire la classe moyenne américaine qui est en train de se diviser, qui est entre ces deux côtes. Mais c'est ça, on voit les camps changent d'idéologie et de pensée. Ceux Américains-là ne veulent pas la guerre. Ils ont dans une situation économique qui est assez compliquée. Le chômage est bas, mais le système médical américain est en complète déliquescence. Les infrastructures américaines sont en complète déliquescence. Et l'Amérique va très très mal. Elle est malade. Donc moi, ce que j'espère pour les États-Unis, c'est qu'ils arrivent à pacifier tout ça et qu'ils se remettent un peu, qu'ils arrivent à trouver un chef qui ramène un peu d'ordre chez eux. Je n'ai pas trop le slogan Make America Great Again, mais le fait de se dire on va se focaliser sur les États-Unis, on va refaire des États-Unis un pays prospère, un pays enviable, un pays pacifique. Je pense que ça c'est quelque chose qui est bon. Mais Trump est complètement agressé par le système en place, par les démocrates, et Biden, je ne sais même pas s'il sera encore vivant pour les prochaines élections. Une dernière question. Juste un petit mot, ça nous mènerait loin. Vous avez cité un très grand géographe, on peut dire géopoliticien, qui était tombé dans les oubliettes, toute la théorie du Heartland. J'ai travaillé avec Komel Mesirovic et le général Pierre-Marie Gallois pendant 5 ans. En fait, on se retrouve dans cette configuration qui tient ce centre, tient le reste du monde, alors qu'on avait complètement oublié cette géopolitique. Oui. Donc, vous avez 100% raison. Cette identification du rival potentiel des États-Unis qui naîtrait au milieu du continent eurasiatique est connue depuis très longtemps. Voilà. Et c'est la crainte des États-Unis qu'au milieu de l'Europe, entre l'Asie, la Russie et les pays d'Europe de l'Est, une puissance plus nette qui peut distribuer aussi bien l'Europe de l'Ouest que l'Asie, que le Moyen-Orient, que l'Afrique. Donc c'est la grande crainte des États-Unis. Et ils font tout en ce moment pour que cette puissance émerge. C'est-à-dire que quand aux années 90, ils avaient gagné la guerre froide, le soft power, à mon avis, suffisait. Mais le fait d'avoir fait des guerres en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, ils ont fait peur aux différents pays en se disant qu'ils se disaient mais ils vont nous faire la guerre aussi, ils vont faire une révolution de couleur. Et ils se sont braqués. Donc c'est pas bon pour eux. Maître Vincenti, une dernière question. Pour illustrer ce que vous disiez sur l'impérialisme américain, vous devez savoir, bien que vous soyez jeune, que FO a été une création de la CIA. J'ai eu l'illustration de ça parce que j'ai eu un collaborateur qui m'a avoué qu'il avait fait partie de FO et que c'était sa couverture comme espion américain. Non, c'est documenté, c'est tout à fait vrai. Maintenant, je pense que la dernière question, c'est celle que vous sont en train de poser vos estomacs. Merci. Donc, je vous remercie. Je vous recommande encore une fois de vous rendre
sur la table et de récupérer et d'acheter des livres pour parfaire votre formation. Je vous remercie.